le Zoom, aujourd'hui, je reçois Clara Le Soil. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous présenter votre livre « Regardez devant », c'est aux éditions Michalon. C'est un témoignage sur votre vie de sportive de haut niveau. Depuis très longtemps, vous allez nous raconter tout ça. Qui a connu des soucis d'anorexie, des soucis physiques également. Vous allez nous raconter tout ça. Déjà, comment vous mettiez le pied à l'étrier, j'allais dire, non pas parce que vous avez fait aussi un peu de poney, mais parce que comment vous avez commencé à rentrer à fond dans la pratique sportive? Je pense que du coup, c'est mon père qui m'avait quand même beaucoup donné le goût du sport. Lui, il en avait fait beaucoup dans sa jeunesse. Et du coup, j'ai fait plein de choses. J'aimais trop courir partout. Quand j'étais petite avec ma sœur, on faisait des parcours d'obstacles. Ça, on jouait beaucoup au cheval. Et puis même avec les amis dans la cour de récré, on adorait faire tout ce qui est chat, épervier, etc. Et du coup, très tôt, mes parents nous ont mises toutes les deux à la natation juste pour savoir nager. Et puis en fait, comme on se débrouillait bien, ça s'est vite enchaîné avec rajouter des entraînements dans la semaine, 3 fois, puis 5, et puis les compétitions, etc. Et après, quand j'étais au lycée, j'ai progressivement changé vers la course à pied parce que ça devenait trop d'efforts la natation pour pas assez de résultats au final. Enfin, c'était vraiment frustrant d'autant se donner 2 heures tous les jours, etc. Et qu'au final, les performances... Des fois, ça fonctionnait, puis d'un coup, plus rien fonctionnait et c'était difficile de trouver un sens à tout ça au bout d'un moment. Oui, vous dites que finalement, c'est assez frustrant parce qu'il y a un côté déterminisme, c'est-à-dire que génétiquement parlant, soit on est fait pour faire de la natation et faire des temps incroyables, soit on l'est pas. Et même si on fait beaucoup d'efforts et qu'on se donne à fond, parfois, il y a des seuils qu'on n'arrive pas à franchir. Oui, et je pense qu'il y a un côté pas forcément génétique, mais aussi, pour ma part en tout cas, un côté mental, où dès que je commençais à me stresser un peu, à me mettre trop de pression, ça fonctionnait plus. Mon entraîneur, il me disait « Ah, mais t'es crispée dans l'eau, tu faisais mieux à l'entraînement, pourquoi tu te détends pas ?» Et je disais « Super, mais j'y arrive pas. Enfin, pour moi, là, en compète, je fais mon mieux et ça fonctionne pas comme je le voudrais. » Et en fait, c'est vrai que je pense qu'à trop vouloir bien faire, des fois, c'est contre-productif. Alors, on le comprend, vous avez un profil hyperactif. Dès toute petite, avec votre sœur Julie qui fait la postface de ce livre, vous courez partout, vous faites des jeux qui dépensent de l'énergie en permanence. Et vous avez aussi ce côté ultra perfectionniste qui vaut aussi pour l'école. Oui, tout à fait. En fait, je pense que ça s'est vraiment appliqué dans tous les domaines de ma vie et sans que j'en ai trop conscience. Je me rappelle sur mes bulletins, par exemple, le mot qui ressortait à chaque fois, c'était « élève très rigoureuse ». Et à la fois, c'était ma plus grande force d'être aussi organisée, aussi assez exigeante avec moi-même et de toujours vouloir rendre du bon travail. Pareil dans le sport, de m'appliquer autant et de toujours donner le meilleur. Mais ça peut dériver rapidement. En fait, c'est ça, le perfectionnisme. On ne sait pas trop si c'est un mot positif ou négatif finalement. Est-ce que c'est bien de toujours chercher la perfection, mais quand c'est trop, finalement, ne jamais être content, savoir apprécier ce qu'on a fait, c'est pas si positif que ça. C'est comme tout, c'est une question de mesure finalement. Exactement. Alors cette pratique de la natation, vous la continuez. C'est sidérant d'ailleurs de voir qu'à un jeune âge, vous pratiquez parfois une fois le matin, une fois le soir. C'est une vie entière quasiment consacrée à cette pratique. Quand on était en stage, c'est ça, c'était du non-stop. Et puis souvent les entraîneurs, ça dépend desquels, il ne faut pas faire de généralité non plus, mais ils aiment bien un peu en rajouter pour challenger aussi le mental et un peu voir qui va craquer, qui ne va pas craquer. Et c'est vrai que moi j'ai quand même eu au final de la chance d'évoluer dans une sphère qui, avec du recul, était une sphère assez saine. J'ai pas non plus eu de si mauvaises expériences que ça. Mais en discutant avec des amis qui ont fait du haut niveau, par exemple en natation synchronisée, j'ai entendu des choses où je me suis dit, mais j'aurais coulé au fond du fond directement là, parce que c'est vrai qu'il y a certains milieux qui peuvent être vraiment très 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 durs, à la fois physiquement et mentalement, pour se faire une place parmi les meilleurs, c'est pas évident. Alors c'est vrai que quand on reçoit votre livre et qu'on découvre un peu le thème et ce que vous allez nous raconter, on imagine qu'on va découvrir au fil du temps que vous avez rencontré des entraîneurs qui vous en demandent toujours plus, qui sont toujours plus durs, toujours plus exigeants, qui vous mettent une pression folle. Et finalement, vous rencontrez plutôt des personnes bienveillantes. Oui, en fait, je n'irais pas jusqu'à dire ça à des entraîneurs qui m'ont tant poussé que ça. Je pense qu'en fait, le principal
problème, entre guillemets, ça a vraiment été toujours moi. Et le moindre mot qu'on pouvait me dire, c'était ma façon de l'interpréter de « Ah ben c'est pas assez bien, il faut que je fasse ça pour accéder à tel groupe, etc. » C'est vrai que même à mon niveau de natation, c'est-à-dire qu'il n'était pas un niveau non plus international ni national 1, c'est vrai qu'ils essayaient déjà quand même de voir un peu qui résisterait le mieux mentalement, mais ça ne s'est jamais allé trop loin. Et même comme ça, ben en fait, je crois que je ne suis pas la seule à faire ça. C'est-à-dire qu'on se met une pression nous-mêmes démesurée par rapport à l'objectif. Enfin, moi, j'étais quand même en natation au niveau national 2. Me mettre autant de stress et pleurer après les compétitions que je ratais et que ça me déprime autant, c'était pas, entre guillemets, pas normal par rapport à l'enjeu, c'est-à-dire qui était normalement juste de me faire plaisir et de m'amuser dans mon sport. Et en fait, finalement, pour réaliser ça, c'est pas facile de se dire mais tout ça, je le fais pour me sentir bien. C'est pas normal que là, je rentre chez moi, je suis en train de pleurer et que je me sente aussi épuisée et que ça me demande autant de sacrifices. Non, si jamais je n'aime pas ça, ben, je peux arrêter. Et en fait, quand on est tellement lancé là-dedans, ben, on ne se voit pas arrêter parce qu'on a l'impression que c'est toute notre vie et qu'on n'a rien à côté et qu'on ne peut pas juste arrêter comme ça. Et effectivement, ben, c'est en changeant pour la course à pied, en rencontrant un nouvel entraîneur qui m'a fait voir les choses différemment. En fait. Le fameux Titi, avec une rencontre un peu surprenante que vous nous racontez. Oui, ben, en fait, c'était au parc que je faisais un footing avec le groupe de natation et puis finalement... Il insistait. Moi, je voulais pas changer de sport. Je me disais, la natation, c'est mon truc. Et puis, il avait appelé mes parents et il nous avait dit... Réussi à trouver votre numéro de téléphone, enfin, c'est improbable. Oui, c'était assez improbable. Et puis, finalement, de fil en aiguille, ça s'est fait. Et j'ai changé très progressivement parce qu'au début, je voulais vraiment pas lâcher les bassins. Et puis, de voir qu'en fait, en course, je pouvais m'entraîner 1 semaine sur 2 et puis qu'après, ça a fonctionné. Et en fait, surtout, c'était simple. Je pense que c'est ça, on oublie toujours que le sport, ça doit rester simple pour nous, ça doit rester juste un moyen d'évacuer, de se faire plaisir, de rencontrer des gens. Et il n'y avait aucune prise de tête quand j'ai commencé la course, il fallait juste courir. Je me disais, de toute façon, t'es pas entraîné, tu t'en fiches, tu vas là-bas, t'as rien à prouver à personne, personne n'attend rien de toi, tu cours et tu t'amuses et c'est tout. Et c'était très libérateur de raisonner comme ça. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça que ça a vite fonctionné, en fait. Parce que quand on se fait plaisir, je pense que ça fonctionne toujours mieux. Ce qui est en plus assez frappant dans votre livre, c'est que finalement, vous mettez une pression quand même très importante sur les résultats sportifs, mais en même temps, on ne lit pas je voulais être championne olympique, enfin tous les rêves un peu convenus, on va dire, des sportifs. On voit que vous travaillez très bien à l'école parce que vous continuez, vous voulez faire des études, etc., etc. Donc c'était vraiment un plaisir personnel de réussir dans chaque sport. Je pense que déjà, je me suis jamais mis d'objectifs comme les Jeux Olympiques par peur de me décevoir. J'ai jamais voulu me mettre des objectifs inatteignables, juste comme ça. Enfin, je veux dire, il y a rien de mal de se dire, j'aimerais bien aller au JO et puis même s'il y a une chance infime que j'y aille, c'est un objectif. Mais moi, je n'ai jamais raisonné comme ça parce que dans ma tête, si jamais je me fixais un objectif non réalisé, c'était une déception, c'était un échec. J'avais une terrible peur de l'échec. Et du coup, pour pas avoir peur d'être déçue, je préférais toujours me dire, par exemple, pour un contrôle, à la fin, je disais, wow, je pense que j'ai pas super bien réussi. Comme ça, si j'ai réussi, je suis contente. Et si j'ai raté, je suis pas déçue. Et ça a fonctionné comme ça partout. Quand on me demandait quel temps je souhaitais faire, etc., jamais je pouvais dire, je voudrais faire tel temps à quelqu'un parce que sinon, j'avais peur que si je le rate, ce soit... vu que j'avais dit que je voulais le faire, c'était un échec. Et en fait, avoir peur de rater, ça mène nulle part. On est fait pour apprendre et parfois, échouer, se relever et puis continuer. Alors, cette pratique sportive, petit à petit, et cette pression que vous vous mettez, vous conduit à avoir des troubles alimentaires réguliers. Vous devenez anorexique petit à petit. Et comment voyez-vous aujourd'hui le mécanisme qui vous conduit à devenir malade ? Je pense que c'est très très vicieux comme mécanisme parce qu'en fait il y a une phase de déni qui en général peut être vraiment très longue où ça commence juste par faire un peu attention et comme c'est très ancré quand même dans la société de faire attention à ce qu'on mange, c'est quand même de base une bonne chose de juste vouloir prendre soin de soi et de son alimentation et du coup au début ça paraît vraiment comme très anodin de juste pas prendre de dessert sucré et puis même
des fois, ça peut entraîner des compliments de personnes qui disent « Ah, mais c'est bien, Enfin, moi, ça n'a pas trop été mon cas, on m'a pas trop complimenté sur le fait que j'avais maigri en particulier. Mais je sais que dans la société, voilà, souvent, on a tendance à dire « Ah, ben c'est bien, t'as perdu quelques kilos, ah, tu fais attention à ce que tu manges. » Enfin, c'est bien vu. Et donc, au final, au début, pendant plusieurs années, c'était juste une histoire de faire attention. Puis, en fait, ça s'est vraiment transformé en régime éternel. Et en fait, quand ça commence à durer, c'est très très compliqué de lâcher toutes ces habitudes parce que le calcul des calories devient tellement automatique et tellement obsessionnel qu'on ne peut plus juste se refaire plaisir comme avant. Et moi, j'avais une peur immense que si je lâchais la moindre restriction, que j'allais tout reprendre d'un coup. Et en fait, cette peur de reprendre du poids et de, entre guillemets, revenir comme avant, ça me terrorisait tellement. Et le regard des autres me terrorisait tellement que je voulais toujours prendre de la marge et être un petit peu plus légère pour me dire comme ça, si je reprends un peu, c'est pas grave, j'ai un peu de marge, etc. Et du coup, en fait, une fois qu'on réalise à quel point ça a dégénéré, on n'arrive pas à faire marche arrière. Quand on commence, quand on rentre dans ce processus, est-ce que au début les résultats sportifs suivent? C'est-à-dire que est-ce que les résultats sont meilleurs quand on perd du poids au départ, ce qui entraînerait un petit peu cette volonté de continuer? Alors c'est pas pareil pour la natation que pour l'athlé à mon avis, mais malheureusement en athlétisme, c'est vrai qu'on ressent quand même vraiment une grande adrénaline à se sentir plus léger, je trouve, quand on court. Et c'est vrai qu'en discutant avec beaucoup d'amis qui avaient expérimenté d'être un petit peu au-dessus de leur poids de forme, un peu en dessous, qu'en général, les chronos sont meilleurs quand on est un peu en dessous. Et que c'est vrai que quand on a une perte de poids, on a tendance à courir plus vite, au moins au début. Le problème, c'est de savoir si on veut courir dans le temps ou faire des performances sur quelques années. Oui, dans la durée. Voilà, c'est ça. Et en fait, là où j'ai cité dans mon livre Ali Ostrander, qui explique ce mécanisme de... en fait, il y a plein d'exemples de très grandes athlètes qui ont fait des performances énormes vers leur puberté et après, plus rien, parce que enchaînement de fractures de fatigue. Et d'autres exemples d'athlètes qui, effectivement, ont stagné pendant plusieurs années parce qu'elles faisaient leur puberté, il fallait trouver un nouvel équilibre avec son corps. Et qui, par la suite, par contre, quand elles avaient passé, je sais pas, les 21 ans, elles ont enchaîné les titres de championne du monde, etc. Parce qu'elles avaient pris le temps pour leur corps pour... De finir leur croissance, tout simplement. Voilà, exactement. Vous racontez aussi, finalement, que c'est un peu la grande injustice, c'est qu'au moment de la puberté, les garçons, eux, ils prennent du muscle avec de la testostérone, donc souvent leur performance s'améliore. Pour les filles, c'est plus difficile parce qu'elles gagnent en masse graisseuse. C'est ça. En fait, c'est un passage qui est vraiment compliqué pour les filles quand on est sportive et qu'on est habitué à ce corps de petite fille dans lequel on se sent bien et dans lequel on se sentait performante. Et de voir qu'on prend des formes, etc. Je pense que c'est quelque chose qui... en fait, on n'en parle pas beaucoup. Même, j'ai pas eu de coach féminine, mais je suis pas sûre qu'on en parle tellement plus, même avec une coach féminine. Et du coup, avec les entraîneurs, c'était toujours... Il n'y avait pas trop de différence entre filles et garçons, ce qui à la fois peut être pas si mal. Je veux dire, on ne se sentait pas en mode « Ah, les filles, vous êtes moins fortes, je sais pas quoi ». Mais d'un côté, c'est vrai qu'il y avait très peu de discussions autour de « Bon, est-ce que là, ça va est-ce que vous êtes bien réglé ? Est-ce que vous sentez... Comment vous vous sentez par rapport à votre corps, tout simplement ?» Et peu de discussions autour de... C'est important que vous laissiez votre corps évoluer pendant cette période et qu'ensuite... Ensuite, ça reviendra comme avant, les sensations, etc. Ou peut-être pas comme avant, mais vous trouverez un nouvel équilibre. Ça évoluera et voilà. On travaillera en accord avec son corps. Exactement, et pas contre, et de pas essayer de forcer la nature à changer, parce qu'au final, ça a des conséquences par la suite. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, je pense, qu'il n'y ait pas plus de dialogue autour de ça, parce que c'est presque un sujet tabou, alors que ça ne devrait pas l'être. Le fait d'avoir ses règles, le fait qu'on prend des formes, etc., on ferme un peu les yeux dessus en se disant on les entraîne comme des garçons et puis voilà. Et puis on verra celles qui survivent. Oui, voilà. Alors justement, cette maladie, cette anorexie, vous provoque des troubles physiques par la suite. Bon, et vous l'avez dit, l'absence de règles, l'aménorrhée, comme on dit, une forme de blocage de puberté quelque part. Mais après, des problèmes aussi plus lourds, physiques, qui vous entraînent des fractures de fatigue, des désagréments qu'on voit plus, j'allais dire, et qui sont d'ordre mécanique, quoi.
En fait, je me suis cassé les ligaments croisés des 2 genoux d'un coup. C'est quand même assez rare parce qu'en général, En faisant du ski cette fois en plus. En faisant du ski. Mais en fait, au final, c'était pas un hasard par rapport à où j'en étais avec les troubles du comportement alimentaire. Parce que j'étais à un stade où j'allais tellement mal, où pour moi, il n'y avait plus rien qui avait de sens. Parce que je contrôlais plus rien alimentairement parlant. Il y a tout mon corps qui se rebellait. J'arrivais plus à juste prendre un repas et le garder. J'arrivais plus, je m'empiffrais, après j'allais vomir. Et là, c'était un moment où j'avais pas réussi à vomir, j'étais sur les pistes et c'était horrible. Je voyais flou, quoi. Je pensais qu'à ça, c'était tellement obsessionnel. Et que du coup, j'ai pas fait attention, alors que d'habitude, j'avais toujours été prudente. Enfin, je fais du ski quand même depuis très longtemps et j'avais jamais eu d'accident. Et là, faire aussi fort, les 2 genoux d'un coup, tout le monde m'a dit que c'était pas possible de se casser 2 ligaments. Oui, parce qu'il faut que les 2 jambes partent pas dans le même sens. Oui, mais du coup, j'ai fait d'abord un côté, puis j'ai rebondi, puis l'autre. Enfin, c'était vraiment, je pense que j'étais dans un état un peu second. Enfin, quand j'y repense, ça me fait vraiment peur de me dire que c'est moi-même qui m'étais... Enfin, j'étais pas sous drogue ou quoi, et pourtant, c'était tout comme... Et en fait, c'est ça qui est compliqué aussi avec les troubles du comportement alimentaire. C'est que quand la boulimie arrive, ce qui n'est pas toujours le cas, mais souvent le cas après l'anorexie, ou même sans anorexie d'ailleurs, on se sent plus soi-même. On a vraiment honte de tout ça en fait. On ne s'assume plus, on se dit mais qui fait ça, comment je peux faire ça, comment je peux perdre à ce point-là le contrôle. Et surtout, si on était habitué à tout contrôler avant, c'est encore pire. Et j'avais tellement honte. Et ça m'a pris beaucoup de temps de réussir à en parler à autres que mes parents. Et même à eux, l'avouer, c'est pas facile. Alors qu'en fait, c'est quand même assez répandu, la boulimie et l'hyperphagie. Et il n'y a pas à avoir honte de ça, parce qu'en général, c'est le résultat justement de trop de pression, trop de restrictions, trop... Et en fait, de vouloir trop en faire, ça aboutit à des résultats où c'est complètement l'opposé de ce qu'on voulait initialement. Mais c'est ça, on se distancie tellement par rapport à soi-même qu'on en vient à se détester. Et garder ça pour soi, c'est horrible. Alors dans le livre, vous parlez souvent de votre sœur qui fait la postphase, je l'ai dit, Julie, de vos parents, de vos grands-parents. On voit que vous avez été très soutenue dans toutes ces épreuves. Et en même temps, on se dit, ça n'a pas suffi à vous empêcher d'être tenté par l'anorexie, d'être tenté par la boulimie. C'est vraiment un combat contre soi-même, en fait. Oui. Mais en fait, je pense que des fois, on est tellement chanceux d'un point de vue factuel. Je veux dire, moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Dans ma vie, j'ai jamais manqué de rien. Mes parents, ils m'ont fait essayer les sports que je voulais essayer. J'ai pu faire de l'équitation, par exemple. C'est pas du tout donné. Mes parents, ils m'ont fait faire de l'équitation. J'ai pu faire des compétitions. À chaque fois, ils venaient m'encourager. Et je sais pas, j'avais des bons amis. J'ai pas eu d'événements marquants où c'était, on se dit, là, c'est dur, etc. Et j'ai un peu l'impression que, du coup, on prend trop facilement pour acquis tout ce qu'on a et on ne prend plus le temps de le savourer. Un peu comme quand on était confinés, tout le monde s'est dit « Ah, mais qu'est-ce que c'était bien la vie d'avant, on pouvait marcher, on pouvait voir nos amis, on pouvait aller dehors, c'était génial ». Et en fait, ça, quand on l'avait, on ne prenait pas le temps le matin de se dire « Ah, mais c'est super, aujourd'hui je vais au lycée, je vais voir mes amis, c'est trop chouette ». Et du coup, je pense que quelque part, ces blessures, ça m'a permis de un peu prendre du recul et de me dire « Mais en fait, tout ce que j'avais et que je considérais comme acquis, c'était incroyable, cette chance de pouvoir courir. Pour moi, c'était logique. J'en abusais tout le temps. Je me disais, là, ça va pas du tout, allez hop, on va courir. Et en fait, je prenais pas le temps de me dire, mais c'est une chance de faire ça et tu devrais respecter plus ton corps, de te permettre de le faire et pas toujours te minimiser de la sorte. Et en fait, une fois qu'on voit un peu, qu'on ouvre les yeux sur tout ce qu'on a et sur la chance qu'on a de pouvoir pratiquer le sport qu'on aime ou juste d'être avec nos amis, avec notre famille, etc., je pense qu'on voit les choses assez différemment. Vous parlez plusieurs fois du confinement, justement des 2 confinements. Comment vous les avez vécus en tant que jeune fille qui fait ses études, qui est privée de ses camarades de classe, qui est privée d'interaction sociale, qui est privée même de camarades d'entraînement ? En fait, le premier, ça s'est assez bien passé parce que du coup, je pouvais courir. J'allais courir tous les jours
dans la zone là autorisée, etc. Et avant, je courais pas autant. Enfin, c'était vraiment l'occasion pour moi d'avoir beaucoup plus de temps pour le sport au final. Et puis j'avais la chance d'avoir un jardin. Mes parents avaient installé la petite piscine de jardin pour qu'on puisse nager. On s'attachait autour de la taille à la poteau de balançoire derrière et on avait même acheté un tapis de course. Enfin, en fait, au final, c'est passé assez vite. Puis avec ma sœur, on avait fait des projets sympas. Toutes les deux, on avait construit une écurie miniature pour ses mobiles. Enfin, on s'était bien occupés. Et après, je pense que du coup, le fait qu'il y ait tout qui réouvre, etc., ça avait été justement une prise de conscience que c'est quand même chouette la vie normale. Je pense que les compétitions m'ont un peu manqué, mais je me disais que c'était qu'une histoire de temps, que ça reviendrait. Par contre, ce qui a été beaucoup plus dur, c'était le deuxième, où je venais d'arriver, enfin, j'étais à Lyon depuis 2 mois, j'avais fait ma rentrée presque normale, enfin, il y avait encore des mesures sanitaires, mais c'était le retour à la vie, le retour à la normale, et que là, d'un coup, je dois retourner chez mes parents, être toute seule devant mon écran, et puis que les amis que je m'étais fait là-bas, c'était pas encore des amis assez proches pour appeler et dire là ça va pas, j'ai besoin de discuter, etc. Et là, ça avait été beaucoup plus difficile. Et puis comme en plus, alimentairement parlant, ça n'allait pas du tout, c'était vraiment, vraiment compliqué. Parce que j'essayais de me cacher quand je commençais à faire des crises, etc. Je voulais pas le montrer à mes parents, je voulais pas qu'ils s'inquiètent. Et du coup, se cacher, y a rien de pire parce qu'on on se sent comme une menteuse, quoi. Et on se dit, mais comment j'en suis arrivée là? Enfin, c'est quand même grave de se créer des problèmes toute seule comme ça, quoi. Et aujourd'hui, Clara, comment ça va? Aujourd'hui, ça va. Comme je dis souvent, je touche du bois parce que je sais que on n'est pas à l'abri. C'est comme quand on arrête de fumer, ça peut revenir. Exactement. D'un point de vue blessure, je sais que ça met beaucoup de temps à revenir à une densité osseuse normale parce que j'ai beaucoup perdu en densité osseuse avec mes restrictions et que même une fois qu'on a un peu ce truc de là je veux prendre soin de moi, ça met beaucoup de temps en fait à ce que le mental suive et aussi le corps. Enfin, les os, ils récupèrent en plusieurs années. C'est pour ça aussi que je voulais vraiment porter le message de la prévention, c'est mieux qu'attendre que le corps il soit au bout de ses réserves. Et puis après, d'un point de vue écoute de soi, je continue de cheminer. J'aime bien dire ça comme ça. Il y a des fois où ça va super bien pendant des mois, et puis après, des fois, il y a des petites rechutes, et c'est comme ça. Donc, je continue toujours avec mon psychologue. Je pense que si on a la chance de pouvoir voir un psychologue, c'est vraiment, vraiment important. Enfin, important. En tout cas, pour moi, c'est une très bonne chose parce que ça permet d'être un peu au clair avec soi-même, de faire le point. Et puis même, c'est agréable quand tout va bien, de raconter à quelqu'un, voilà, c'était génial. Exceptionnellement, tout va bien. Et du coup, je continue de le voir 1 semaine sur 2 et ça me convient vraiment bien comme ça. Et je suis très contente d'avoir parcouru ce chemin avec lui. Après, je sais que des fois, il y a la barrière de l'argent parce que c'est quelque chose dans lequel il faut investir. Mais je crois qu'il y a quand même de plus en plus d'aides qui se mettent en place pour qu'on puisse parler et prendre soin de sa santé mentale comme sa santé physique. Et puis, c'est ça. J'essaye vraiment d'apprendre à être bienveillante avec moi-même et de pas me mettre de pression. Il me répète souvent ça, des fois, quand on discute. C'est fou, vous mettez encore la pression pour ça. Et je me dis, c'est vrai que ça va beaucoup mieux, mais qu'en fait, c'est toujours là et que faut pas laisser certaines anciennes habitudes revenir et se dire que là, on a réussi ça et du coup, maintenant, on peut aussi chercher. Et puis, des fois, juste prendre le temps de se poser et de se dire, là, je mérite du repos et c'est bien aussi. Et si Clara de 2024 rencontrait Clara qui commence à basculer dans des troubles, qu'est-ce qu'elle lui dirait pour lui faire gagner beaucoup de temps? C'est pas une question facile parce que, en fait, j'aime bien me dire que je regrette pas mon parcours finalement parce qu'il m'a appris tellement de choses sur moi-même et que sans les épreuves que j'ai traversées, je serais pas celle que je suis aujourd'hui et que du coup, finalement, Vous signez pour recommencer? J'ai pas trop envie Parce qu'on connaît la fin heureuse. Pas trop envie de tout recommencer, mais je pense que les étapes qu'on traverse dans nos vies, elles nous forgent et qu'au final, on en apprend chaque jour sur nous. Et puis que, comme je disais, au final, j'ai quand même vraiment... Je me suis mis toute seule des obstacles sur la route, finalement. C'est moi qui ai voulu trop en faire et qui, finalement, après, j'allais très mal. Et je sais qu'il ne faut pas négliger l'importance de... Enfin, quand on est en dépression, on a beau
avoir tout ce qu'il nous faut d'un point de vue matériel, on peut être très malheureux. Et qui minimiser ça en disant « Ah, mais elle a à manger, elle a un toit, il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. » Tu as tout ce qu'il faut pour être oui, heureux, c'est ça ça. suffit pas. Mais c'est vrai que c'est triste parce qu'on se dit on a un confort matériel incroyable et on a tout. Et il y a des gens qui n'ont pas ça et pourquoi nous, on n'arrive pas à en profiter? Et en fait, se culpabiliser comme ça, c'est pas une solution non plus. Et c'est pour ça que des fois, je pense que la vie nous met des bâtons dans les roues pour qu'on ouvre les yeux et qu'on se dise « Ah, mais là, ça va trop loin, faut que je fasse quelque chose et il faut que je fasse la paix avec moi-même, en fait. » Et regardez devant, c'est le titre de ce témoignage que vous pouvez retrouver, évidemment, sur le site de TVL, sur tvl.fr. Merci beaucoup, Clara. Merci à vous.